Bonsoir Sarah Boisse. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de la revue Nez, une revue spécialisée dans l'univers des odeurs, de la parfumerie. Et vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage, Le grand livre du parfum. C'est aux éditions Contrepoint, sous-titré Pour une culture olfactive. Alors Sarah Boisse, le parfum aujourd'hui, c'est plutôt synonyme de luxe, d'une certaine délicatesse. Mais vous revenez dans votre livre sur les origines du parfum et ça n'a pas toujours été le cas. Dites-nous un peu à quoi ça servait il y a longtemps. Mais c'est vrai qu'à l'origine, le parfum a surtout une dimension sacrée. En fait, c'est ce que raconte son étymologie, perfumum, qui veut dire par la fumée, à travers la fumée, et qui exprime en fait. Aux origines, le parfum, c'était pour s'adresser aux dieux, exactement. Donc les hommes, dès le paléolithique, brûlaient des aromates, des bois odorants, des résines, pour communiquer avec les dieux et pour rendre hommage à leurs ancêtres. Et ensuite, vous racontez que ça sert à plein de choses, le parfum. Par exemple, à remplacer le savon, tant qu'à faire. Voilà, quand on se lave, il n'y a pas de savon à l'époque. Tous les produits odorants ont été liés à l'hygiène d'une façon assez importante, effectivement. Et puis l'usage thérapeutique aussi du parfum, puisqu'on a longtemps utilisé le parfum pour se prémunir contre les maladies et puis pour les guérir également. D'accord, très bien. Alors, les odeurs que l'on aime aujourd'hui, et même autrefois, c'est très lié aux époques que l'on traverse. Est-ce qu'il y a des modes dans le parfum, comme pour les tendances vestimentaires, par exemple? Complètement, il y a des tendances dans le parfum. Elles sont dans la parfumerie moderne, donc il y a démarré au milieu du 19e siècle. Dans la parfumerie moderne, les tendances sont souvent liées à la découverte de nouvelles molécules de synthèse qui vont apporter des nouvelles odeurs, en fait, des odeurs inédites, qui vont être petit à petit, progressivement adoptées par les parfumeurs et qui vont donner naissance à des familles olfactives. Donc, par exemple, dans les années 90, on a vu l'émergence des parfums aquatiques, marins. Vous vous souvenez peut-être de ces odeurs très bien. Iodées qui évoquent la mer. Et ça, c'était lié à la découverte de la calone, une molécule qui s'appelle la calone dans les années 60 et qui a provoqué un raz-de-marée quand c'est devenu à la mode avec des l'Odyssée, par exemple. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Alors aujourd'hui, on est en plein dans l'ère du gourmand. Des parfums un peu sucrés, c'est ça? Des parfums sucrés, ouais, qui descendent tous plus ou moins d'un parfum qui s'appelle Angel de Thierry Mugler, dont je pense que beaucoup de gens se souviennent et même portent encore, et qui a été le premier parfum au début des années 90 à utiliser une molécule qui s'appelle le maltol, qui à l'époque était réservée aux arômes alimentaires. Et en fait, qui a lancé toute une tendance, qui a trouvé un peu son point d'orgue en 2012 avec La vie est belle, qui est un peu la gourmandise poussée à son paroxysme. Et en fait, ce qui est intéressant, il faut aimer le sucré, mais ce qui est intéressant, c'est que les tendances dans la parfumerie, comme dans beaucoup d'autres formes de création d'ailleurs, souvent quand ça fonctionne, c'est que ça rencontre un désir plus ou moins conscient d'une société. En l'occurrence, là, c'est toutes ces odeurs un peu régressives qui nous parlent d'enfance, de confort, de tendresse. Elles viennent quand même s'inscrire dans une époque qui a vraiment besoin... de douceur, je pense, et de réconfort. Alors, il y a quand même des parfums indémodables, et je pense notamment à celui dont vous parlez dans votre livre, Chanel numéro 5. C'est un parfum qui existe toujours, qui a été créé il y a 100 ans. En 1921, oui. Presque 100 ans. Oui. Est-ce que la formulation de ce parfum a évolué? Est-ce que quand on le lume, quand on le sent, il respire toujours les mêmes senteurs qu'il y a 100 ans? Alors, sa forme olfactive, elle est évidemment reconnaissable, mais c'est vrai que le numéro 5, comme tous les parfums, est amené à être reformulé régulièrement pour plusieurs raisons. Lesquelles? Alors, la première et la plus importante, c'est qu'il existe un organisme qui s'appelle l'IFRA, qui fait loi en matière de parfum. Sur la réglementation de ce qu'on peut mettre dans les parfums. Exactement, ouais, qui chaque année met à jour une liste de matières premières qui vont être soit interdites, soit limitées dans leur utilisation par les parfumeurs. Et là, dans le numéro 5 ? Alors, il y a des substances allergisantes, ce genre de choses qui ont été interdites. Alors, c'est le principe de précaution qui prévaut. Donc, c'est pas pour dire que les parfums sont pleins d'allergènes. C'est surtout que le principe de précaution s'applique et qu'on a tendance, dès qu'une molécule est suspectée de peut-être... c'est ça. On a tendance à la squeezer. Alors, le parfum, le numéro 5, a été longtemps représenté quand même par l'égérie Marilyn Monroe, qui disait ne dormir qu'avec une goutte de numéro 5 sur elle. Quel est le poids de la star, de la comédienne, de l'actrice qui représente souvent d'ailleurs les parfums dans le coût de ce parfum? Est-ce que c'est le jus qui coûte le plus cher ou est-ce que c'est tout ce qu'il y a autour, tout le marketing qu'il y a autour? Alors évidemment, il n'y a que des cas particuliers, mais c'est vrai que dans le cas des grands parfums comme ça qui sont soutenus par des égéries, qui sont souvent des stars, avec des contrats assez chers, souvent tout ce qu'il y a autour du parfum coûte largement aussi cher, sinon beaucoup plus, que le jus lui-même. On utilise les parfums, on utilise des matières premières pour créer des parfums, autant végétales, naturelles que de synthèse. Alors, avant d'aller sur les matières de synthèse, je voulais parler des matières premières naturelles qui sont utilisées. Et ce n'est pas forcément les fleurs ou ce genre de plantes qu'on utilise. Parfois, il y a des choses un peu plus étonnantes.
Oui, alors vous pouvez nous en parler? Pendant longtemps, on a pas mal utilisé de matières premières d'origine animale. Alors c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins pour des raisons évidemment de protection des animaux dans la plupart des cas. Mais par exemple, l'exemple le plus parlant, ce serait le musc, qui est probablement celui qui véhicule encore aujourd'hui le plus de fantasmes, parce que le musc naturel, il est sécrété au niveau de la glande abdominale par un petit chevrotin originaire d'Asie, qui a été complètement décimé pour cette raison par les braconniers. Alors rassurez-nous, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas. L'utilisation du musc naturel est interdite en parfumerie et elle a été totalement remplacée par les muscs de synthèse. Mais il y a toujours d'autres animaux qu'on utilise? Oui, alors sans les tuer. Par exemple, on peut penser au castoreum, qui est donc une molécule pareille qui est sécrétée par le castor, en fait, à la base pour lubrifier son poil et puis pour marquer son territoire. Qui confère une odeur un peu cuirée, donc on va utiliser encore aujourd'hui dans des parfums orientaux et puis même dans certains arômes alimentaires de vanille. D'accord, et rassurez-nous, ces animaux ne sont pas maltraités pour utiliser ces... Ça dépend ce qu'on entend par maltraitance, mais en tout cas, ils ne sont pas tués. Donc, côté matières premières végétales, là, on utilise énormément de fleurs, ce genre de choses. On parle de millésime pour les parfums. Est-ce que c'est lié justement à la fréquence de ces fleurs, de ces plantes, selon les saisons? Alors, ce n'est pas forcément une question de fréquence, mais c'est vrai que les matières premières naturelles, comme dans le vin, par exemple, peut l'être le raisin, sont soumis aux aléas que sont la météo d'une année sur l'autre, les variations du terroir, et puis tout un tas d'autres facteurs qui vont faire d'une récolte à l'autre, il peut y avoir des changements un petit peu plus ou moins subtils dans le rendu olfactif d'une fleur, d'un bois, d'une plante, de toutes les matières premières naturelles de la parfumerie, oui. Alors, on parle beaucoup des matières premières naturelles. On sait aussi qu'il y a beaucoup de molécules de synthèse dans les parfums. Est-ce qu'un parfum fait exclusivement de synthèse? Je pense notamment à L'Heure perdue, je crois, qui est un parfum de chez Cartier qui est 100% fait avec des molécules de synthèse et moins qualitatif qu'un parfum avec de la vraie rose, de la vraie iris à l'intérieur. Absolument pas. C'est pas du tout moins qualitatif. Et justement, je pense que c'est un très bon exemple puisque c'était un petit peu le propos de ce parfum, de montrer justement qu'on pouvait faire des très belles choses uniquement avec de la synthèse et au-delà de ça, qu'on pouvait donner l'illusion du naturel, parfois beaucoup mieux avec la synthèse qu'avec du naturel. Puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où la synthèse est omniprésente. Et beaucoup d'entre nous pensent savoir ce que c'est que l'odeur d'une rose ou savoir ce que c'est que le goût d'une vanille. Et en réalité, quand on les confronte à la matière naturelle... Ils préfèrent parfois peut-être la fausse molécule de rose ou de vanille que la vraie. C'est plus que parfois, c'est, je pense, la majorité du temps, oui. Incroyable. Alors, on voit bien que le parfum, on en parle, le jus, c'est beaucoup de marketing. Le secteur va très bien. En 2016, plus de 2200 lancements de nouveaux parfums partout dans le monde. En France, vous avez 1,5 flacon de parfum qui est vendu chaque seconde. Tout ça, évidemment, ça coûte plutôt cher. On l'a vu, notamment pour les parfums de luxe. Ce sont des parfums qui sont assez coûteux. Et on voit de plus en plus de petits parfums à petit prix qui sont proposés. Je pense notamment à une grande marque vestimentaire qui a proposé des parfums en gros, à partir de 5 €. Est-ce que ça veut forcément dire que c'est une qualité médiocre? Là encore, tout dépend de ce qu'on entend par qualité. En fait, évidemment, le coût de la formule sera forcément moins cher. Pour autant, la forme olfactive peut être largement aussi intéressante. Donc, en fait, s'il n'y a pas de grande actrice qui représente ce parfum. Voilà, c'est ça déjà. Et puis, évidemment, il y aura probablement beaucoup moins de matières premières naturelles, encore que la synthèse peut coûter très cher. Donc là, c'est vraiment, en fait, à chacun de décider l'odeur qui lui plaît. Une petite question, est-ce qu'un parfum se périme? Si on a un parfum qu'on adore, qu'on a depuis très très longtemps, est-ce qu'il risque de se périmer? Oui, alors là encore, il y a une analogie avec le vin. Il faut conserver le parfum comme on conserve du vin, c'est-à-dire à une température constante et de préférence à l'abri de la lumière. Donc si vous avez vraiment un parfum auquel vous tenez, ça vaut le coup d'avoir une petite cave ou un petit frigo comme pour le conserver. Grands passionnés. Une dernière petite question très rapidement. On sait qu'il y a des anciens parfums qui ont marqué notre patrimoine et je crois qu'on peut toujours les découvrir, les humer dans un musée spécial parfum. Où est-ce qu'il se trouve? Alors il existe en France, à Versailles plus précisément, un lieu unique au monde qui s'appelle l'Osmothèque, qui est un conservatoire du parfum qui a été créé il y a 30 ans par un parfumeur qui s'appelle Jean Carléo, qui s'est donné pour mission en fait de conserver dans leur formulation originale des parfums anciens disparus. Et puis depuis, sa mission s'est un petit peu étendue et c'est un endroit qui va conserver les parfums qui sont lancés. De sorte les respirer. Qu'on peut aller respirer. Alors c'est ouvert au public sous certaines conditions, mais c'est vraiment un endroit chouette à visiter. Eh bien merci beaucoup. Merci Sarah Boisse d'être venue sur notre plateau. Et pour continuer ce voyage olfactif délicieux, je rappelle le titre de votre livre, Le grand livre du parfum. C'est aux éditions Contrepoint. Tout de suite, c'est dans l'air, c'est dans un instant, ne bougez pas.